Dans l'esprit des modernes que nous sommes, l'Odyssée occupe une place paradoxale. Ce chef-d'œuvre issu des origines verbales de la littérature revêt d'abord l'aspect d'un récit ancestral. Il tente à notre époque un miroir inversé, nous renvoyant le reflet de tout ce que notre rationalité moderne semble avoir congédié, à commencer par l'imaginaire épique, celui d'un monde à la fois enchanté et archaïque, où les dieux rôdaient sur la terre et se mêlaient volontiers aux affaires des humains. Mais il se pourrait que cette désuétude apparente soit une idée reçue. Car à bien y réfléchir, l'Odyssée pose beaucoup de questions éminemment actuelles, celles des conflits en Europe et de la guerre tout court, du patriarcat, mais aussi du féminisme, du désir d'immortalité, et même de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. En somme, elle explore tous les paradoxes éternels de la condition humaine et de notre finitude. Relire l'Odyssée, et si Homère était l'auteur de la modernité, j'aurai le plaisir de casser le préjugé selon lequel l'Odyssée n'a plus rien à nous dire, aux côtés de l'écrivain Christophe Onodibio et de l'helléniste Pierre Judet de Lacombe. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever. Bonjour Pierre Judet de Lacombe. Bonjour. Vous êtes helléniste, directeur d'études à l'EHESS et producteur de l'émission Quand les dieux rôdaient sur la terre à France Inter, dont les textes ont été publiés aux éditions Albin Michel, France Inter Les Belles Lettres, et je signale un 3e tome sur Ulysse qui paraîtra à la rentrée 2026. Et nous allons aussi beaucoup parler de votre traduction de l'Iliade. Et bonjour Christophe Onodibio. Bonjour Nathan. Vous êtes journaliste et écrivain, et j'ai passé la semaine plongé dans l'Odyssée de l'Odyssée, qui est un commentaire passionné, passionnant, subjectif et en même temps extrêmement érudit de l'Odyssée. Alors, je mentionnais dans l'introduction le fait que le préjugé de l'ancienneté de l'Odyssée méritait peut-être d'être cassé. Et justement, Christophe Onodibio, vous racontez au début de votre livre votre rencontre avec Homère, qui n'était pas du tout par le texte, mais qui était à travers la série Ulysse 31, la série de FR3 qui transposait l'Odyssée dans l'avenir et dans l'espace. Comment vous est née en vous la passion de l'Odyssée ? Ce dessin animé avait le propre d'être très fidèle en fait au texte d'Homère et nous racontait cette aventure en nous prenant par la main. À l'époque, prendre un enfant, j'allais dire par la main, c'était l'emmener dans ce qui était le plus... Donc on est en 1981. C'était l'emmener dans l'espace, parce qu'en fait c'est l'espace, c'est les vaisseaux spatiaux qui nous fascinaient à l'époque. Donc il fallait qu'Ulysse ne soit pas simplement sur la mer Égée, mais sur une sorte de mer métaphorique qui était un océan spatial inconnu. Et il allait de planète en planète, les planètes remplaçaient les îles. Et c'est vrai que ça nous donnait envie d'aller voir le texte d'Homère. Alors j'étais à l'époque, je ne faisais pas encore de grec ancien, donc Ulysse 31, oui, a été ma porte d'entrée vers ce texte homérique. Mais il y avait une volonté de la part de FR3 à l'époque et de Jean Chalopin, c'était le créateur de cette série, qui était un pionnier de l'animation, qui était un fou en fait de l'Odyssée, de vraiment faire en sorte que les jeunes gens s'initient au monde homérique. C'était pas juste un divertissement, c'était un divertissement, ce qui est d'ailleurs du reste l'Odyssée, mais qui en même temps enseignait beaucoup de choses. Et ça me rappelle cette phrase de Platon qui disait qu'Homère a été l'éducateur de toute la Grèce. Eh bien, Ulysse 31 a été au fond l'éducateur de la France, des jeunes gens, des enfants de la France des années 80. Et Pierre Judet de Lacombe, même question, comment avez-vous découvert que vous aimiez l'Odyssée ? Moi, c'était un peu avant, nécessairement. C'est la mer, surtout. C'est parce que mes parents avaient participé à la création de l'école des Glénans. Je veux dire, donc j'étais fasciné par les corsaires, la mer, tout ça. Et donc Ulysse, tout ce qui lui arrivait sur les eaux, Charybde et Scylla, tout ça, ça m'entraînait. Mais en même temps, j'avais aussi un côté pour Achille. Donc ça, c'est le grand dilemme. Est-ce qu'on aime Achille ou est-ce qu'on aime Ulysse ? Moi, je préfère plutôt, je dois avouer tout de suite, Achille. Et donc, il y avait les contes et légendes qu'on lisait. Et ensuite, moi, j'ai eu la chance énorme d'avoir des professeurs de grec au lycée à Lille où j'étais, qui étaient passionnants. Ouais. Donc, on entrait dans Homère, on lisait péniblement parce que c'est quand même dur. Et j'étais fasciné par cette poésie. Et comme j'avais une certaine tendance à m'abstraire du réel, donc l'Odyssée, c'était l'Iliade aussi, c'était vraiment le refuge. C'était passionnant. Et comme c'est tellement grand, c'est grandiose, on se dit qu'on n'arrivera jamais, il n'y aura pas de retour, on n'arrivera jamais, pas d'Ithaque, on n'arrivera jamais au bout, quoi. Et juste puisque vous parlez de cette tendance à vous abstraire du réel, vous m'avez dit juste avant que l'émission ne commence que votre passion de l'Odyssée n'avait pas pris la forme d'un désir de découvrir la Grèce physique, que la Grèce pour vous se situait dans les livres. Pour moi, c'était plutôt dans l'imaginaire parce que j'avais peur. C'était un peu bête.
fait, quoi, que de voir les lieux, bon, si tant est qu'il y ait des lieux, vers Ithaque, on est sûr quand même, Troyes, on sait où c'est, je veux dire, d'être un peu déçu, tandis que là, avec les textes, les mots, les gens qui racontent, les traductions, on peut rêver. Ouais. Et donc, j'ai énormément rêvé, mais j'ai vu Ithaque récemment apparaître dans la brume, la semaine dernière, et j'ai été complètement transporté. Cette passion de la rêverie, Christophe Onodibio, j'ai l'impression qu'elle traverse aussi votre livre, parce que vous posez à de nombreuses reprises, quand vous commentez tel ou tel passage, que vous évoquez l'île de Calypso, le royaume des Phéaciens, etc., vous racontez qu'énormément d'archéologues, de chercheurs ont essayé d'identifier précisément les localités qui sont mentionnées par Homère, et vous dites que vous, sur chacune de ces lieux, vous préférez imaginer qu'ils se situent, pourquoi pas en Normandie, que ma théorie, je vous cite, c'est ce qui fait la beauté et la puissance de la fiction, c'est qu'elle ne réside qu'en un seul endroit et qu'il est imprenable, au cœur de nos rêves. Ben, oui, en fait, je rejoins totalement Pierre. Alors c'est vrai qu'après Ulysse 31, parce que je dois aussi rendre hommage, il le faut à mes professeurs de grec, effectivement, ça commence souvent par du divertissement, puis ensuite on plonge dans les textes et on ne se noie pas, mais on explore leur poésie. Moi, j'ai grandi au Havre. Alors, ma professeure de grec nous ouvrait les portes de la Méditerranée, effectivement, et c'est pour répondre à votre question, Nathan. C'est-à-dire qu'au fond, mon Ithaque c'était le Havre. C'était pas du tout l'Ithaque. Si tant est d'ailleurs qu'Ithaque soit vraiment Ithaque. Alors vous le rappeliez, des archéologues ont essayé de faire tout ce travail. Victor Bérard, qui était cet helléniste qui a traduit d'ailleurs l'Odyssée aux belles lettres, c'est un peu la traduction canonique, était parti avec un photographe, Fred Boissonnas, en 1912, essayer d'identifier les lieux parce qu'il était persuadé en fait que au fond, l'Odyssée était une sorte de manuel de navigation crypté dans lequel on pouvait finalement retrouver les lieux de chaque épisode où Ulysse débarquait, de chaque île. Donc Calypso, on était du côté des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire Gibraltar. Les Lotophages, on était du côté de Djerba, parce qu'en fait, il imaginait que les fruits ou les fleurs dont parle Homère qui donnent l'oubli, c'était les dattes très sucrées, très juteuses de Djerba, pourquoi pas, mais c'est vrai que pour moi, Ithaque est une sorte de... Ithaque et toutes les autres îles, c'est une sorte d'image, de métaphore. Ithaque, c'est où on veut aller, c'est l'âge d'or de l'enfance, on a commencé l'émission par ça, c'est une image, c'est une métaphore, c'est un cap en tout cas, et au fond, j'allais dire, je me fiche bien qu'elle soit là ou là, en fait, elle est dans nos têtes, comme disait Pierre, quoi. C'est-à-dire que Ithaque est dans notre cœur, dans notre tête, et pour chacun, elle est à un endroit différent. Et c'est ça qui compte, et c'est ça qui fait la beauté de la littérature, de ces textes-là. Alors je me demande s'il n'y a pas aussi un symbole là-dedans, Pierre Judet de Lacombe, à savoir que le fait que Ithaque soit aussi un lieu longtemps inaccessible dans l'Odyssée pour Ulysse, on va avoir l'occasion de plonger plus précisément dans le texte. Mais vous avez traduit. Vous avez traduit l'Iliade, une traduction formidable. J'ai l'impression qu'une traduction qui essaye de restituer aussi le sens littéral du texte. Je ne sais pas comment vous désigneriez l'acte de traduction et le parti pris qui était le vôtre vis-à-vis de l'Iliade. Mais, sauf erreur de ma part, vous n'avez jamais traduit l'Odyssée. Pourquoi ce texte-là ne vous a pas semblé traduisible ? Il m'a attiré, j'en ai traduit 3 chants, mais c'est mauvais. Donc je vais jeter ça. Je pense que je ferai une traduction d'Odyssée, mais alors que l'Iliade, c'était hyper complexe, et donc j'ai mis du temps à trouver comment faire. Mais j'ai adoré ça. Je dois dire, des lecteurs, la lecture d'ouvrages contemporains de Beckett, de Bolaño, etc. m'a énormément aidé, et parce que c'est une diction discontinue, quoi. Alors l'Iliade, heureusement, il y a la traduction de Philippe Jacotet qui est extraordinaire, même si très poétique entre guillemets, parfois un peu loin. Mais l'Odyssée, c'est complètement différent. C'est la même langue, c'est quasiment les mêmes formules, mais c'est autre chose. C'est parce que c'est pas l'évocation d'un monde disparu, même s'il n'y a plus d'Ulysse, mais c'est le retour au normal, à travers des situations complètement dingues, quoi. Ces îles qui sont des mondes parallèles, des mondes parallèles, des mondes utopiques et des mondes virtuels, si on peut dire. Et donc, j'ai pas trouvé la manière de montrer comment l'Odyssée se rapporte à l'épopée en la défaisant.
C'est ça qui est dur. Donc là, bon, j'ai fait l'Iliade, je me mettrai à l'Odyssée, on verra bien, quoi. Mais c'est vrai que Pierre rappelle Christophe quelque Onodibio. chose de fondamental, c'est que c'est un texte qui est difficile. En fait, les 12 000 vers de l'Odyssée, alors l'Iliade un peu plus, je crois qu'on est à 16 000. 16 000 vers pour l'Iliade, c'est une langue compliquée, c'est aussi dans la façon dont c'est fait, comme c'était une tradition orale, il y a souvent des effets de répétition. L'aurore aux doigts roses. Oui, alors il y a effectivement les épithètes homériques, etc. Mais il y a même des personnages, par exemple, dans l'Odyssée, Calypso et Circé sont décrits par le même Euplochamos, qui veut dire aux belles boucles, mais qui aussi peut dire aussi aux beaux tentacules, parce que c'est aussi l'image du poulpe est constante en fait du tentacule dans l'Odyssée. Mais on a des portions de textes qui reviennent. Alors moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette Odyssée de l'Odyssée. Vous avez parlé d'un commentaire, mais c'était avant tout raconter. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui, de but en blanc, de se colter, de se frotter aux 12 000 vers. C'est une histoire qui est absolument passionnante, Pierre le disait, pleine de rebondissements, d'île en île, construite en plus comme un archipel, des effets de flashback absolument fous, une narration explosée. Et en fait, il faut prendre vraiment les lectrices et les lecteurs par la main. Donc raconter l'Odyssée, s'arrêter pour expliquer de temps en temps des passages, proposer des interprétations, mais c'est vrai que c'est une navigation. Je ne me lancerai pas dans une comparaison Iliade-Odyssée comme le faisait Pierre, mais c'est une navigation brumeuse, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop qui parle, on ne connaît pas l'identité des personnages, il y a des effets de gémellité sans cesse, donc c'est compliqué, c'est une sorte d'Everest, donc après tu y arriveras un jour, Pierre, c'est sûr. Il faut que tu t'y remettes quand même. On attend ça. Et Pierre Judet de Lacombe, l'Odyssée commence d'ailleurs sur un mot qui est très difficile à traduire, voire intraduisible, polutropos, désignant Ulysse. Est-ce que c'est la première des difficultés et qui résume bien la singularité de ce texte? Oui, parce qu'en plus, si le texte joue polutropos, donc pollue beaucoup, tropos qui tourne, et juste après, il reprend les sons de pollue dans plancte, il a erré, etc. Beaucoup, il a beaucoup souffert, Paula, bon, etc. Donc là, le texte s'amuse. Et en plus, on ne dit pas qui est Ulysse avant une vingtaine de vers. Et vous traduiriez comment? Polutropos, donc cet adjectif qui désigne Ulysse. Alors j'ai hésité, moi je proposais le tournoyant. C'est-à-dire qu'il fait des tours et des détours. Alors c'est vrai, c'est l'homme des 1000 détours dans sa tête et sur la mer, c'est les deux. Et là, le mot est ambigu exprès. C'est-à-dire que c'est fait pour être, comment dire, et c'était des mots qui interrogeaient. Donc, et on sait aussi qu'Ulysse, il a une intelligence nombreuse avec Paul là. Et donc c'est le multiple. Mais c'est génial. Christophe Onodibio. Rien que ce mot polutropos. Donc tour et détour, moi je pense à Vargas Llosa, tour et détour de la vilaine fille, vous savez, il y a ce côté-là aussi, qui est un personnage féminin aussi, qui emberlificote ses interlocuteurs sans arrêt. C'est le cas d'Ulysse. Ce que j'aime tout à l'heure quand je parlais d'une navigation, c'est qu'en fait la construction de l'Odyssée, donc d'île en île, on est dans un schéma de navigation. Chaque chapitre, enfin chaque champ, parfois dans un champ il y a plusieurs îles, mais on va d'île en île, etc. Et l'idée du tour et du détour, le trope, qu'on a aussi dans la figure stylistique, le trope, c'est-à-dire, c'est le côté... Ce qui est génial, c'est que c'est à la fois les tours de malice d'Ulysse, les détours que lui fait faire Poséidon sans arrêt, parce que la route Véritaque est compliquée, et c'est aussi les détours de narration. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on oublie, moi c'est toujours ce qui m'a frappé la première fois que j'ai lu in extenso l'Odyssée, c'est-à-dire assez tard finalement, enfin vers 12 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les sirènes, le cyclope, les épisodes les plus connus qu'on nous racontait dans nos petits livres de mythologie, oui. Mais c'est tout petit, mais c'est surtout raconté par Ulysse lui-même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il invente. Calypso, on sait que c'est à peu près vrai, parce que c'est Homère, là c'est la narration d'Homère, mais en fait, quand Ulysse est chez les Phéaciens, c'est lui qui raconte cette histoire-là. On se dit, est-ce qu'il est mythomane, est-ce que tout ça est vrai, ou est-ce que c'est juste pour charmer les Phéaciens qui sont ces polymutoi, c'est-à-dire qui aiment les mythes, et pour finalement acheter son retour par une belle histoire. Donc tout ça, la mise en abîme, le nombre d'Aèdes. Homère est un Aède, nous raconte l'histoire, dit charmé par la muse. En même temps, un moment, on va trouver un double de cet Aède, Démodocos, qui raconte les histoires d'Ulysse en présence d'Ulysse, tout en sachant
pas que c'est vraiment Ulysse qui est devant lui, et Ulysse va se faire Aède lui aussi. Donc c'est des mises en abîme permanentes qui sont absolument faites. Quand tu citais Bolaño, tu as parfaitement raison, même Borges, presque. Et justement, Christophe Onodibio, sur ce mensonge, il y a le passage à la fin où Ulysse, retrouvant Pénélope et tout le monde, prétend être crétois et s'invente toute une identité. Mais vous avez prononcé un mot que je trouve très intéressant. Vous avez parlé de flashback tout à l'heure. Et en effet, puisqu'on parle de la modernité de l'Odyssée, quand on lit l'Odyssée, on a l'impression de lire un texte construit comme une série télé. Alors il y a le film de Nolan, de Christopher Nolan, qui sort bientôt sur l'Odyssée. On ne peut pas le commenter par avance, mais peut-être aussi que ça représente l'univers de Nolan. Et puis vous dites dans votre livre, vous commentez la scène où Nausicaa fait sa lessive. En un sens, elle va laver son linge parce qu'elle a rêvé qu'il fallait qu'elle le fasse. Et vous dites que je parle de cinéma car j'ai toujours pensé que cette séquence serait l'une des plus décisives du film que je ferais si je voulais adapter l'Odyssée. Oui. Mais Nolan va le faire. En fait, cette scène, un fantasme, Nolan va le faire. J'ai hâte de le voir et on comprend très bien pourquoi Nolan est intéressé par l'Odyssée. D'une part, dans Inception, il y a une scène qui correspond exactement à l'épisode des Lotophages quand ils descendent dans une sorte de cave. Ça se passe en Afrique et on leur branche en fait des rêves incessants. Les gens viennent en fait vivre une journée de rêve et repartent chez eux le soir. C'est vraiment l'oubli de ta propre vie pour en embrasser une nouvelle. Et on comprend très bien ces narrations. Tenet, si on regarde le film de Nolan, Tenet avec cette narration dédoublée. Homère a forcément non seulement inspiré Sergio Leone avec Mon nom et personne, mais inspire totalement Nolan. Après cette scène dont vous parliez, Nausicaa, avec cette scène des draps blancs, où Ulysse apparaît derrière un drap, presque comme chez Hitchcock avec Psychose. Vous imaginez des jeunes filles qui viennent de faire la lessive, qui sont presque nues, qui jouent à la balle, etc., qui voient l'ombre d'une silhouette massive d'un homme qui avance, et lui, Ulysse, de l'autre côté du drap, voit ces ombres donc ces ombres de jeunes filles. Donc c'est très cinématographique, et effectivement, je m'amuse avec ça, mais Nolan le faisant, il n'y a plus besoin. Alors il y a un deuxième aspect qui est très moderne dans l'Odyssée et chez Homère en général. Vous en avez parlé, vous avez parlé des jeunes filles, la condition féminine et la manière dont elle est présente dans ces textes. France Culture, sans préjugés. Nathan Devers. S'il avait été heureux, il ne serait pas parti. Or, il profite de la guerre de Troie pour fuir sa femme. Et les prétendants, alors, il les a bien tués, non? Mais on peut le justifier. On peut le justifier par le fait qu'au début, Ulysse a dit à Pénélope de se laisser faire la cour et d'accepter des cadeaux. Il ne considérait pas les prétendants comme des amoureux sérieux. Et il ne voulait pas les chasser par peur du scandale. En sachant Pénélope fidèle, Ulysse lui a dit d'être aimable avec les prétendants. Alors, je pense qu'à ce moment-là, Pénélope, qui, dans le fond, c'est une femme simple, elle s'est mise à le mépriser. Elle a découvert qu'elle avait cessé de l'aimer à cause de la conduite d'Ulysse. Et elle le lui a dit. Alors Ulysse, à ce moment-là, s'est aperçu trop tard qu'il avait perdu l'amour de Pénélope à cause de sa trop grande prudence. Le seul moyen de le reconquérir, c'est le meurtre des prétendants. L'amour n'est pas une conclusion. À la musique du film, nos auditeurs ont reconnu le mépris et peut-être aussi le mépris de Godard et à la voix de Piccoli qui fait cette interprétation hasardeuse mais intéressante. En fait, Ulysse n'avait tout simplement pas envie de rentrer à la maison. Il avait envie de séduire un certain nombre de femmes, Calypso, Circé, d'autres. Et il a cette relation très étrange avec Pénélope. Pierre Judet de Lacombe, comment vous commenteriez ou vous définiriez la condition de Pénélope dans le texte? Est-ce qu'elle est aussi rusée qu'Ulysse? Est-ce que c'est la métaphore de la femme sacrifiée ou de la femme qui s'émancipe et qui se révolte à sa manière? Alors, d'abord, je dirais que le personnage de Michel Piccoli ne parle pas d'Ulysse, mais de lui dans le film, quoi. Oui, dans bien sa sûr. relation Oui. avec Brigitte Bardot, enfin le personnage de Brigitte Bardot. Non, alors d'abord, c'est un monde ultra macho, donc faire la guerre de Troie, c'est prendre des femmes pour les violer, donc là, c'est pas très très sentimental, quoi. Il y a des relations qui sont effectivement d'amour, comme entre Ulysse et Pénélope. Alors, c'est tout à fait sidérant parce qu'ils se voient pas pendant 20 ans, et
Pénélope, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut le retour de l'homme qu'elle a épousé il y a 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans, mais à peine plus. Et donc, c'est ça, et elle peut lutter contre le temps. Et c'est ce qu'elle fait avec sa ruse. Quand elle tisse, elle dit « Je dois tisser au prétendant, avant de choisir l'un d'entre vous, je dois finir de tisser un linceul pour mon vieux beau-père. » Donc elle tisse, et pendant 4 ans, elle détisse. Et ce qui fait qu'elle elle change pas. Et elle peut paraître comme ça, extrêmement sexy, si on peut dire, devant les prétendants qui sont fous de désir et qui savent pas quoi dire. Alors on a dit oui, elle veut les séduire. Non, simplement elle dit voilà, moi je suis la Pénélope d'il y a 20 ans. Et les prétendants qui sont des jeunes, qui eux, ils sont simplement, qu'à le dire, impuissants face à ça. Ulysse, c'est le contraire. Il a vécu 10 ans de guerre, il a gagné, c'est lui qui a pris Troie avec la ruse du cheval et toutes les horreurs qu'ont commis les Grecs. Et à cause de ces horreurs, Ulysse est ballotté sur les mers, les dieux l'ont abandonné, sont même en colère, même Athéna ne le soutient pas. Et donc lui, au contraire, il passe par des épreuves qui sont, c'est de l'irréversible d'une certaine manière. Et alors, Athéna, c'est vrai, parfois le rajeunit quand il faut qu'il séduise, tout ça, mais il est pris dans le temps. Et donc, quand ils arrivent, quand ils se retrouvent, finalement, c'est magnifique, parce que c'est pas qu'Ulysse aime moins, bon, pour lui, non, ça, il veut sa femme, Pénélope, il veut être mortel. On lui propose, Calypso lui a proposé l'immortalité, la magnifique Calypso, mais Calypso, comme son nom l'indique, c'est celle qui cache, c'est la mort, elle est à l'extrême ouest, du côté, c'est une fille d'Atlas, elle est du côté du couchant, pas loin des morts, dans le nombril de la mer, c'est-à-dire c'est une île où on voit rien, il n'y a que l'eau, c'est vraiment la zone, quoi. Et avec un jardin magnifique, mais c'est la répétition, c'est l'identité, c'est le même dans l'ennui, d'une certaine manière. Et Ulysse préfère ce qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire en fait Ithaque et Pénélope, qu'il ne le connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de Pénélope pendant toutes ces années. Et donc, c'est le risque. Et ça, c'est quand même magnifique. Et à la fin, donc, alors que les prétendants se comportent comme des brutes avec les servantes, que le fils de Lys se comporte comme une brute avec les servantes, qu'on couche avec les prétendants, il leur fait un supplice atroce. Bon, tout ça, Homère le critique. Sont pas les valeurs de son temps qu'il partagerait. Mais il faut que Pénélope et Ulysse se retrouvent. Et là, c'est le coup de génie de Pénélope. Elle veut voir si l'Ulysse qu'elle a quand même reconnu finalement après le massacre des prétendants, c'est bien lui. Elle dit, on va déplacer ton lit, là, et alors que le lit, il peut pas être déplacé puisqu'il a été fait dans une racine d'olivier en secret. Donc c'est le secret des deux époux. Et là, Ulysse se met en colère, donc il s'est fait avoir par Pénélope. Et Pénélope a refusé de le reconnaître jusqu'à cette extrémité parce qu'elle veut l'Ulysse d'il y a 20 ans. Et donc c'est ça qui est en jeu, c'est le rapport au temps. Donc Ulysse, c'est un temps discontinu après l'énorme exploit, parce que l'Odyssée, c'est le poème d'après. Qu'est-ce qu'on fait après un exploit pareil pour entrer dans un monde répétitif ? Et Pénélope, au lieu de la répétition, la vieillesse normale, elle a arrêté le temps. Alors, puisque vous parlez de ce retour d'Ulysse chez Pénélope et de l'épisode du lit, Christophe Onodibio, vous avez une hypothèse que vous avancez dans le livre, à savoir que Pénélope a compris dès le début, quand Ulysse est déguisé en mendiant, qu'il s'agit d'Ulysse. Votre argument est de dire qu'à un moment, Ulysse lui adresse un séma, c'est-à-dire à la fois un signe, mais on peut y voir un signal, presque un clin d'œil. Vous faites, si je ne me trompe pas, vous faites de Pénélope quelqu'un qui est aussi agile, aussi aux 1000 tours, aussi dans cette polytropie qu'Ulysse. Oui, en fait, il y a plein de choses. Ce qui m'agace parfois, c'est la simplification de ces grandes œuvres qui sont encore plus géniales quand on ne les simplifie pas. Pénélope, on en a fait effectivement l'épouse fidèle qui attend, alors qui fait sa tapisserie. Il y a le côté vraiment plus tout le cliché, presque faire tapisserie. Certes, les prétendants qui sont là, mais finalement, au terme de il lui a suffi d'attendre, quoi. Puis Ulysse est revenu, etc. On apprend effectivement qu'elle est très très avisée. L'épreuve de l'arc et des flèches, c'est elle qui en a l'idée. On apprend qu'elle est tout à fait maîtresse des horloges, comme je dis, c'est elle qui maîtrise le temps face aux prétendants. Homère en fait une figure tout aussi rusée qu'Ulysse, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, c'est un vrai couple, quoi. C'est un vrai couple qui est uni par ce qui fait la grande caractéristique d'Ulysse, mais donc aussi de Pénélope, c'est-à-dire la métisse, c'est-à-dire cette intelligence pragmatique de la situation, etc. Et effectivement, à un moment, il me semble, alors il y a un passage très très beau où Pénélope donc fait face aux mendiants, les servantes ont débarrassé les reliefs du festin, les prétendants sont pas encore morts, hein. Et en fait, ils se parlent.
Et Ulysse lui raconte un mensonge crétois, comme vous disiez. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Grecs de l'époque, le mensonge crétois, c'est le mensonge sublime. C'est presque un mythe, une histoire absolument folle. On dirait peut-être une histoire marseillaise aujourd'hui, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Et c'est noble, hein. Un mensonge crétois, c'est justement ça a à voir avec le grand récit, etc. Et elle lui demande, donc Ulysse lui dit qu'il a rencontré Ulysse. Et Pénélope l'interroge sur mais comment il était habillé, etc. Et Ulysse effectivement s'en souvient, puisque c'est le jour où il est parti pour la Crète, avant d'aller rejoindre les combattants de la guerre de Troie, en fait. Et donc Ulysse sait comment il est habillé, etc. Et Ulysse décrit précisément, notamment un bijou. Un bijou. Et c'est comme disait Pierre sur le lit, il n'y a que Pénélope et Ulysse qui peuvent savoir que ce lit est enraciné et est fait en fait dans une racine d'olivier, dans un arbre d'olivier, donc on ne peut pas bouger. Là, il n'y a qu'eux qui peuvent savoir à quoi ressemble ce bijou. Et ce bijou, c'est une sorte de lutte entre deux animaux, etc., que Ulysse décrit précisément, etc. Donc là, pour moi, oui, elle a compris qui il est. Et quand elle propose l'épreuve de l'arc pour tuer les prétendants, elle sait qu'Ulysse est un archer formidable. Ulysse, quand il est chez les Phéaciens, un moment, il prend un arc, etc. Il explique qu'il ne craint personne dans l'épreuve. Il peut tuer en fait un guerrier au milieu d'une foule très précisément. Donc en fait, pour moi, oui, Pénélope l'a compris. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que dans ce texte, il y a tout. Il y a absolument tout. Et il y a aussi, bien sûr, le deuil, la violence, les exploits, la guerre, etc. Mais il y a aussi ce que c'est qu'un couple, ce que c'est que la problématique du désir dans un couple, la fidélité, l'infidélité. Pierre l'a rappelé, il y a Calypso, il y a Circé, mais il y a aussi le retour à Ithaque. Et une dernière chose, vous avez parlé de patriarcat, qu'il faut mentionner, qu'on raconte jamais. Effectivement, je comprends pourquoi on raconte jamais ça aux enfants. Quand Ulysse, certes, il massacre les prétendants, il l'avait bien cherché, personne ne va les plaindre, c'est atroce, mais au fond, il s'était mal comporté. Oui. Mais il massacre 12 servantes. Exactement. Voilà, 12 servantes. Donc Ulysse demande à Télémaque d'aller tuer les servantes, j'allais dire, entre guillemets, les collabos, celles qui ont couché avec l'ennemi. Sauf qu'elles ont été violées. Ulysse le dit lui-même. Il le dit, oui. Il dit aux prétendants, vous avez couché de force avec mes servantes. Les servantes, ce sont des esclaves. On imagine très bien des esclaves, des jeunes femmes esclaves, face à des aristocrates qui vont en gros se servir, etc. Elles n'ont aucun moyen de refuser. Donc ces servantes ont été violées. Et quand bien même, Ulysse va demander à Télémaque de les passer par le fil de l'épée. Et Télémaque va trouver que c'est encore trop bien pour elle, l'épée. Donc il va les pendre avec la corde d'un navire, quand on voit que le navire est le symbole de l'Odyssée. C'est le véhicule suprême, c'est sans navire, il n'y a pas d'Odyssée. Et il les pend, et Homère décrit, et c'est pour ça qu'il y a aussi un regard désapprobateur d'Homère, il décrit ces petites servantes comme des petites grives qu'on chasse, qui sont prises dans un filet, dont les pattes s'agitent avant de s'immobiliser, mortes. Et il décrit comme ça cette pendaison atroce de ces 12 servantes. Moi, c'est un passage qui me choque quand je le lis, et qui nous montre aussi qu'il y a un regard d'Homère, quel que soit celui qu'on appelle Homère, désapprobateur aussi, parce que c'est atroce ce qui se passe. Et Ulysse mouille son fils, Télémaque. Il le charge, lui, de réaliser ce crime, qui est une véritable souillure pour le palais, puisqu'après, il faut purifier le palais. Et on voit Ulysse qui met du soufre, etc., pour purifier le palais. Donc il mouille son fils. Pour moi, c'est le retour, c'est le chef mafieux qui revient, qui fait table rase de tout, oui, et qui efface l'histoire qui a été racontée en son absence. Exactement, et quand on parle de la modernité de l'Odyssée, il ne faudrait pas en effet proposer une vision biaisée de ce texte. Il y a des figures d'émancipation, on n'a pas le temps de parler de Calypso, mais il y a un moment très important, quand Hermès vient voir Calypso et qu'il lui dit qu'il faut qu'elle relâche Ulysse, elle fait un discours complètement féministe, où elle lui dit mais attends, tous les dieux ont le droit de s'unir avec qui ils veulent, et moi je n'ai pas le droit d'avoir cette faveur-là. Mais Pierre Judet de Lacombe, dans ce massacre des servantes, qui est une vraie culture du féminicide. Il y a aussi un aspect qui est important, me semble-t-il, c'est que Ulysse le prémédite. À savoir que quand il retrouve sa nourrice juste avant, il lui dit, je lis dans la traduction de Jacques Cottet, « Voici ce que je dis et je ne parle pas en l'air. Si un dieu m'aide à écraser les nobles prétendants, toute nourrice que tu sois, je ne t'épargnerai quand je massacrerai les autres femmes dans mes salles. » Comment lisez-vous ce passage ? Oui, c'est ce qu'il a fait à Troie. C'est ce qu'il sait faire.
Donc ils ont pris la Troie, ils ont tué tous les hommes, ils ont pris les femmes, tué les enfants aussi. Donc c'est binaire, quoi. Donc on est vainqueur et on peut tuer, ou on est vaincu et on est tué ou réduit en esclavage. Donc lui il raisonne comme ça. Donc là il y a aucun progrès moral, si vous voulez, donc politique. L'Odyssée est un poème politique puisqu'il s'agit de savoir comment finalement un roi va pouvoir régner sur Ithaque. Mais alors Homère, ça n'intéresse pas de dire comment être juste, tout ça, comment bien labourer, tout ça c'est Hésiode, l'autre. Homère, c'est comment on arrive à un état de paix. On arrive à un état de paix par des violences extrêmes. Et là, donc, il y a une condamnation, je suis entièrement d'accord, il y a un jugement d'Homère sur ces meurtres. Et alors là où je suis pas complètement d'accord, c'est je pense pas que Pénélope ait reconnu Ulysse. Elle sait qu'il y aura il est là quelque chose. Son fils a éternué à l'évocation, a fait un éternuement qui a ébranlé tous les murs du palais à l'évocation de Pierre, il y a le mot séma. Oui, il y a le mot séma, le signe. Ouais. Ça, c'est ambigu, signe. Ouais. Et donc, elle, ce qu'elle veut, c'est l'Ulysse d'il y a 20 ans. Elle veut être absolument sûre, et que ce soit pas un Ulysse simplement qui puisse dire « je suis Ulysse » et le discours serait vrai, mais qu'il soit effectivement Ulysse. Et c'est ce qui se passe. Donc, elle veut revenir en arrière. Et donc, mais c'est vrai que la condition féminine, alors c'est ça que la poésie est extraordinairement forte. Par exemple, Ulysse, qui est une brute. Alors on l'aime ou on l'aime pas. Mais à un moment, quand le poète Démodocos, chez les Phéaciens, raconte son exploit, le grand exploit du cheval de Troie, qui est une monstruosité en fait énorme, tout ce qu'ils ont fait les Grecs là, et il est dit que Ulysse, entendant parler de lui, alors qu'il est encore anonyme, se met à pleurer comme une captive troyenne dont les Grecs ont tué le mari et qui va être emportée en esclavage pour être violée. C'est-à-dire qu'Ulysse pleure comme le malheur qu'il a fait lui-même contre les Troyens. Ça, c'est extraordinaire. Et là, la poésie a cette capacité de changer de pied. Le plus grand héros, en fait, c'est comme une esclave troyenne. Et ça, c'est grandiose. Ça, c'est la liberté que se donnait ce genre de poème. Et cette capacité-là, qui est propre à la poésie et à l'Odyssée, confirme ce que vous venez de dire, à savoir que l'Odyssée est un poème politique qui pose des questions éminemment modernes, celle de la guerre, celle de la vengeance. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu 100 paysages, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. L'Odyssée comme poème politique. Là, nous entendons Georges Brassens, Heureux qui comme Ulysse, encore un poème et une chanson qui illustre la modernité et l'éternité de ce texte. Pierre Judet de Lacombe, vous avez parlé de la question de la vengeance, qui en effet traverse de part en part l'Odyssée. Il y a notamment le fait que tous les personnages sont hantés par la mort pitoyable d'Agamemnon, qui au retour de la guerre de Troie est tué par l'amant de sa femme et qui est vengé par son fils Oreste. Dans le chant 3 de l'Odyssée, quand Télémaque va à Pylos et qu'il rencontre Nestor, Nestor valorise la vengeance. Il fait même un parallèle avec la situation de Télémaque en disant « il est bon qu'un homme laisse un fils qui le venge ». Donc là, on peut voir l'Odyssée comme un texte vengeur. En même temps, l'Odyssée finit par une sorte de grande loi d'amnistie qui prône l'oubli, qui prône le pardon et qui dit « tous les moyens sont bons pour échapper à la guerre civile ». Comment faites-vous la part des choses entre cette dimension vengeresse et d'amnistie ? Justement, c'est-à-dire que ce qui est fascinant dans ce poème, c'est que Homère ne conclut pas. C'est-à-dire que la vengeance, qui est rationnelle, hein, c'est tu m'as fait ça, je te fais ça, il faut qu'il y ait une lésion dans le réel, il faut combler cette lésion donc par un acte similaire. Et alors Zeus dit au début, oui, en fait, ce sont les hommes qui sont responsables du mal qu'ils ont fait et du mal qu'ensuite ils vont subir. Il y a qu'à voir Régiste qui a tué Agamemnon, il s'est fait tuer par Oreste. On l'avait prévenu. Donc la vengeance, c'est rationnel. Et donc il fonctionne comme ça. Et Ulysse fonctionne comme ça aussi, donc il n'hésite pas à tuer 108 prétendants, dont un ou deux étaient quand même tout à fait aimables. Bon.
Et alors, ce qui est frappant, c'est que le poème va se conclure très vite, mais dans une fin que, dans l'Antiquité, certains pensaient comme ayant été ajoutée. Ulysse tue les prétendants, se fait reconnaître par Pénélope, mais après, les parents des prétendants n'acceptent pas. Et donc, ils vont venger leur fils. Vendetta, quoi. C'est la vendetta. Et là, c'est une guerre civile. Et guerre civile qui fait que, là, Ulysse pouvait perdre, parce qu'il est tout seul avec son fils, son père et quelques amis, contre la masse des parents de prétendants. Et Zeus en a marre. Athéna serait prête à risquer la guerre, mais Zeus arrête par la foudre. Et Zeus oblige, alors comme vous l'avez dit, à l'amnésie, à l'amnistie, en grec epilessis. Il faudra oublier tout ça, ce que les Grecs pouvaient faire régulièrement. Loi d'amnésie, amnistie. On n'a pas le droit même d'évoquer le passé, donc maintenant que l'ordre est enfin possible. Alors, mais ça, c'est Alors, Homère fait pas de la politique au sens où il va pas dire est-ce que c'est bien ou pas bien de faire ça. Est-ce qu'une cité peut se gouverner, se gérer avec la mémoire ou est-ce qu'il faut l'oubli? Alors le paradoxe, c'est qu'on est à la fin de l'Odyssée. Zeus oblige à l'oubli, alors que toute l'Odyssée, c'est la mémoire. C'est tout ce que Zeus dit, il faut oublier ça, alors qu'on a eu le récit très détaillé des vengeances meurtrières. Et de même qu'il y a eu des vengeances et des querelles et des guerres épouvantables entre les dieux, avec les titans notamment, avant que l'ordre de Zeus, l'ordre stable, pacifique, qui est encore le nôtre maintenant, paraît-il, donc soit établi. Là, c'est la même chose. On aura un ordre politique alors dont Homère s'y intéresse pas. Alors que pour que cet ordre politique soit possible, il a fallu tous ces actes. Il a fallu passer aussi par ces lieux comme les Cyclopes, les Phéaciens, qui sont autant d'images de sociétés, comment dire, idéales typiques, si on peut dire, qui sont très marquées par un trait ou par un autre. Et en fait, tous ces traits, on les retrouve à Ithaque. Alors, sur ça, d'ailleurs, Christophe Onodibio, vous dites 3 choses. 1, vous dites que l'Odyssée est un poème conservateur qui prône le retour à l'ordre. Vous le dites à un moment, en tout cas. Oui. Mais surtout, vous faites cette comparaison, évidemment, entre la loi d'amnistie et un certain nombre de cas contemporains, l'Afrique du Sud, le Kosovo, etc. Ou même l'Espagne, après la guerre civile, c'est-à-dire l'interdiction d'évoquer la guerre civile. C'est-à-dire que... Pardon, je vous ai... Non, mais bien sûr... En fait, ça, c'est très nolanien, puisqu'on parlait de Christopher Nolan. C'est-à-dire l'idée, Zeus, à la fin, effectivement, pour en finir avec ce risque de guerre civile, et puis qui dit vendetta ensuite, sans fin, a une phrase qui est terrible. Il dit, il parle à Athéna, nous, mettons l'oubli dans l'esprit des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont... Donc là, c'est le côté Inception, implanter l'oubli, et Pierre le disait très bien, tout le combat dans l'Odyssée vise à ne jamais oublier. Télémaque, Pénélope ne doivent jamais oublier que leur père est peut-être vivant, on n'en sait rien. Ulysse ne doit jamais oublier le chemin vers Ithaque. Les lotophages incarnent cet oubli. L'immortalité chez Calypso, ça serait aussi l'oubli parce qu'on est retranché de la communauté des hommes. Et donc il a cette phrase, mettons l'oubli dans l'esprit des hommes. C'est presque une sorte d'implantation de l'oubli pour éviter que la guerre recommence. Parce qu'évidemment, si on oublie si je vous fais oublier que j'ai tué votre père, vous n'allez pas vouloir vous venger puisque vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et en fait, c'est là que c'est terrible. C'est-à-dire que ça nous rappelle, et ça c'est la grande modernité, je trouve, de ce texte, et on raconte jamais ça. C'est vrai, on n'en parle jamais de ce chant 24. Il faut raconter ce texte parce que tout ça, qui est extrêmement stimulant pour même comprendre notre époque, on n'en parle jamais. Comme les 12 féminicides dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, en Espagne. Après des grands massacres, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à se venger? Ou est-ce qu'à un moment, on enterre la hache de guerre, comme on disait parfois dans d'autres civilisations? Ou est-ce qu'on fait des lois d'amnistie? Est-ce qu'on interdit le fait de parler des crimes qui ont été faits comme en Espagne? Il y a quand même eu des lois de l'oubli. Donc en fait, ça nous ramène à des problématiques contemporaines. Comment on fait société après un grand massacre quand il n'y a pas de Dieu? Parce que là, il y a les dieux qui s'en mêlent. Mais comment on fait? Eh bien, c'est les hommes qui prennent le relais. Et c'est ce que j'aime dans cette fin du chant 24, ce que j'aime mais qui est totalement paradoxal et qui me bouleverse et je ne sais pas quoi en penser, c'est qu'à un moment, un Dieu dit il va falloir oublier. Et eux, ils vont être obligés d'oublier parce que s'ils n'oublient pas, il n'y a pas de société possible. Et ça nous conduit à quand même nous poser des... C'est pas très moral, au fond. C'est pas très moral. Et quand je disais c'est un poème conservateur, il est conservateur par certains aspects, il est aussi révolutionnaire
par d'autres aspects. Bien sûr. Et pour moi, ça, c'est révolutionnaire parce que ça préfigure les schémas qui ont été faits après les grands massacres, de se dire on ne parlera plus de ce qui a été. Et je ne sais pas si c'est bien de ne pas en parler parce que, comme vous savez, dans l'histoire politique, l'oubli, glisser les choses sous le tapis, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Entre la vengeance et l'oubli, il y a d'ailleurs une forme de troisième voie. C'est le moment où Hélène donne une sorte de potion faisant que les individus, même s'ils se souviennent d'événements terribles, ne vont pas pleurer, ne vont pas être malheureux. Mais Pierre Judet de Lacombe, il y a dans la critique homérienne de la guerre, il y a un passage dans l'Iliade que je trouve extrêmement intéressant, et donc je vais le lire dans votre traduction, dans le chant 3. C'est le moment où Ménélas et Paris vont faire un duel. C'est-à-dire, au lieu que des armées se sacrifient, je l'ai lu comme ça pour ma part, c'est-à-dire dans la guerre, il y a un sacrifice de soldats en grand nombre pour des intérêts particuliers et pour des querelles d'aristocrates, eh bien c'est le moment où Ménélas dit « Maintenant, écoutez-moi aussi, car la douleur atteint d'abord mon cœur. Ma pensée est que soient désormais départagés Argiens et Troyens, car vous souffrez de maux innombrables par ma querelle et par la cause qu'en fut Alexandre. » Ça, c'est une idée assez moderne, non ? Alors ça oui, c'est-à-dire on a assez, c'est comme après Verdun, comme si on avait dit on a assez souffert, donc on arrête, du coup on fait une ordalie, on fait un duel entre les deux adversaires juridiques, c'est-à-dire Ménélas et Paris, c'est celui qui gagnera et remportera Hélène, la guerre, et ce sera la paix, etc. Alors ça c'est vrai, alors ce qui est quand même passionnant dans ce poème, c'est que ça ne marche pas, c'est qu'ils sont d'accord, Grecs et Troyens. Il y a même des serments. C'est pas une trêve, c'est la paix. La guerre est complètement finie. Et Ménélas a quasiment gagné. Bon, sauf que Paris a été sauvé par sa déesse favorite, par Aphrodite. Et les dieux sont partagés. Et les dieux qui veulent à tout prix la ruine de Troie font un truc extraordinaire. Les dieux qui sont normalement les garants des serments, les dieux, qui sont contre Troie, poussent un Troyen à devenir parjure et à envoyer une flèche sur Ménélas, qui sera sauvé quand même. Et donc la guerre va reprendre. C'est-à-dire que les dieux qui veulent l'événement qui a eu lieu, puisque Troie est bien tombé, Troie n'existe plus, donc ça veut dire que c'est tombé, eh bien les dieux sont contre leurs propres règles au nom de l'événement qui doit avoir lieu. Et là, on a une vraie réflexion dans Homère, là c'est dans l'Iliade, qu'est-ce qu'un événement, qu'est-ce que l'histoire ? Les normes, avec les normes normales des hommes, on peut arrêter la guerre. Bon, et arriver à un règlement parfaitement juste et public, évident. Mais les dieux n'en veulent pas. Les dieux, c'est ce qui font que le réel est ce qu'il est. Et comme on sait que Troie doit tomber, et donc c'est une réflexion aussi bien dans l'Odyssée que dans l'Iliade sur qu'est-ce que l'histoire. Alors, nous approchons de la fin de l'émission et il y a un autre aspect moderne qu'il faut absolument évoquer, c'est la manière dont Homère critique aussi le transhumanisme, puisque Calypso propose à Ulysse l'immortalité et qu'il la refuse, Christophe Onodibio. Oui, on a dit tout à l'heure qu'il y avait ce meurtre des servantes, etc., un côté très patriarcal. Effectivement, il y a aussi des femmes puissantes, pourrait-on dire, aujourd'hui dans l'Odyssée. Calypso en est une. Calypso est cette nymphe, donc une immortelle, qui va proposer à un mortel de bouleverser pour lui les lois de l'univers, c'est-à-dire de donner l'immortalité à un mortel. Bon, Ulysse, Pierre l'a raconté, refuse, préfère vieillir, mourir auprès de Pénélope dans son Ithaque, etc. Mais en fait, encore une fois, c'est ça que j'adore dans ce texte, et c'est pour ça qu'il faut y plonger et le lire du chant 1 au chant 24, c'est que c'est plein de leçons pour aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que, si on vous propose l'immortalité, est-ce qu'une non-mort fait réellement une vie ? Eh bien, Ulysse a choisi la vie. Et ça, c'est une question aujourd'hui que les transhumanistes nous posent. Ulysse nous aide peut-être à répondre. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange passionnant. Je le dis pour nos auditeurs, s'ils veulent voir les autres questions contemporaines qui sont dans l'Odyssée, la question de l'intelligence artificielle, ils vont la trouver avec des bateaux qui se déplacent tout seuls, la question de la vengeance, la question de l'hospitalité, la question de la migration, eh bien ils doivent lire vos livres et lire surtout et aussi l'Odyssée. Enfin, pas surtout, mais aussi oui. L'Odyssée. Merci beaucoup à Aline Biette qui a préparé cette émission. Merci beaucoup à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France. Quant à moi, je vous dis à bientôt.